Salut à tous! Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'aller de l'autre côté de l'Atlantique, vous aurez remarqué que les vols en avion sont systématiquement plus longs à l'aller qu'au retour. Par exemple, un vol Paris-New York dure 8 heures à l'aller contre 6 heures au retour. Alors pourquoi une telle différence? Ah, moi, je sais, c'est à cause de la rotation de la Terre. Quand l'avion va dans le sens de sa rotation, la Terre défile sous ses ailes en marche avant, ce qui le ralentit. Et quand il va dans le sens inverse de la rotation, elle défile sous ses ailes en marche arrière, ce qui l'accélère. Non. Déjà non, je suis désolé, pas du tout. C'est logique pourtant. Non, mais non, c'est pas ça. Alors, l'idée qui veut que, une fois l'avion en l'air, la Terre en rotation se met à défiler sous ses ailes ne tient absolument pas la route du point de vue de la physique des mouvements. Mais pas besoin d'entrer dans les explications physiques pour montrer que cette théorie est fausse. Rappelez-vous, un vol Paris-New York dure 8 heures à l'aller et 6 heures au retour. Selon cette théorie, ça voudrait dire que sur le vol aller, la Terre défile sous les ailes de l'avion en marche avant et par conséquent que la Terre tourne sur elle-même d'est en ouest. Or, le soleil, il se couche de quel côté? L'ouest. Voilà. Et donc cela signifie que la Terre tourne sur elle-même d'ouest en est, et non pas d'est en ouest. Du coup, ce fait suffit à lui seul pour prouver que cette théorie est fausse. Quand je pense à tous ceux qui sortent cette explication en pensant dire quelque chose d'intelligent... Cette théorie prouve que ce n'est pas parce qu'une explication paraît logique et de bon sens qu'elle est forcément juste. Et c'est bien pour ça que les théories du complot ont autant de succès, au point que même des personnes intelligentes et éduquées peuvent y adhérer. Non, c'est tout à fait correct, hein. La vertu est dans le juste milieu. En revanche, ça n'a rien à voir avec la conversation. Du point de vue de la physique, lorsqu'un avion se retrouve en l'air, il n'y a aucune raison pour que la Terre qui se trouve en dessous se mette à défiler sous ses ailes. Pourquoi? Car même si la Terre tourne, du point de vue de l'avion, elle est immobile. Pourquoi? Car l'avion et tous les autres objets qui s'y trouvent sont soumis à sa gravité. Et par conséquent, ils tournent tous à la même vitesse qu'elle, y compris l'atmosphère. Du coup, quand on se déplace sur elle, c'est comme si elle était immobile. Pour mieux comprendre, on peut faire l'expérience dans un train. Par rapport au paysage, le train est en mouvement, et les passagers qu'il contient, eux aussi. Mais par rapport au train lui-même, les passagers sont immobiles, car ils se déplacent exactement à la même vitesse que lui. Si vous vous amusez à lâcher un objet dans le train, il ne va pas partir en arrière, il va tomber à la verticale. Car sa vitesse horizontale étant la même, c'est comme si le train était immobile pour lui. Et c'est la même chose pour la Terre et tout ce qui s'y trouve. Bon, d'accord, mais qu'est-ce qui modifie le temps de trajet des avions? Eh bien, ce sont les vents, et pas n'importe lesquels. Les jet streams, de puissants courants atmosphériques qui font le tour de la Terre à une vitesse moyenne de 100 km/h, et qui peuvent atteindre parfois les 360. Ils sont au nombre de 2 dans chaque hémisphère. Le polaire, qui se trouve sur les trajets Paris-New York, et l'intertropical. Et tous tournent dans le même sens que celui de la rotation de la Terre. D'accord, mais pourquoi ils sont là? Eh bien, c'est à cause de la circulation atmosphérique. J'explique. Au niveau de l'équateur, l'air se réchauffe. Étant plus léger, il monte, jusqu'à une certaine altitude où il ne peut plus monter. Du coup, il part sur les côtés, en direction des pôles. Cependant, au niveau de la zone intertropicale, l'air qui s'est refroidi de par l'altitude retombe. En arrivant au sol, il se sépare en deux. Une partie retourne vers l'équateur, se réchauffe, retourne dans le courant ascendant, entraînant ainsi une circulation d'air. C'est la cellule de Hadley. De l'autre côté, l'air se réchauffe et finit par remonter au niveau de la zone tempérée. Et là aussi, il se sépare en deux. Une partie redescend vers la zone intertropicale, retourne dans le courant descendant, entraînant ainsi la cellule dite de Ferrel. De l'autre côté, l'air remonte jusqu'au pôle Nord. Se refroidissant, il retombe, et il redescend jusqu'à la zone tempérée pour reprendre le courant ascendant et ainsi entraîner la cellule dite polaire.
Ouais, mais les jet streams dans tout ça. Eh bien eux, ils se trouvent en altitude, à la convergence intertropicale et tempérée. Ouais, mais ça nous dit pas pourquoi ils tournent dans le sens est-ouest. Eh bien ça, c'est dû à la force de Coriolis. Lorsqu'un vent remonte vers le pôle Nord, la rotation de la Terre dévie sa direction. Mais comment? Prenons un vent qui part de l'équateur. À ce niveau, la rotation de la Terre a une vitesse de 1670 km/h. Et donc l'air du vent lui aussi. En remontant vers la zone subtropicale, la Terre étant moins large, sa vitesse de rotation diminue, passant à 1500 km/h. Or le vent, lui, qui vient de l'équateur, a une vitesse initiale de 1670 km/h. Donc, quand il arrive ici, il a une survitesse de 170 km/h. Cette survitesse dévie les vents en direction de l'est et crée ainsi un courant planétaire qui fait le tour de la Terre. Et cela se produit au niveau des convergences intertropicales et tempérées. Donc au final, si les vents tournent dans ce sens, c'est à cause de la rotation de la Terre. Oui, Donc si les vols Paris-New York sont plus longs à l'aller qu'au retour, c'est finalement dû à la rotation de la Terre d'une certaine manière. bah oui. Donc la première théorie n'est pas si fausse. Ah si, elle l'est complètement, car sa logique est différente, mais surtout, elle ne respecte pas les lois de la physique. Retenez bien ça. Ce n'est pas parce que la cause est vraie que l'explication est juste. Préférez la curiosité aux préjugés. À la prochaine.